Passons à un autre composant très important en électronique, le transistor. Et le premier d'entre eux, le transistor bipolaire. Symbole, oui, donc un rond, une flèche. Il en existe de deux types, le NPN et le PNP. Donc on s'aperçoit déjà d'une chose ici, c'est que ce composant a trois connexions, qui sont donc la base, l'émetteur et le collecteur. Vous avez la même chose en PNP, base, émetteur, collecteur. Remarquez que la flèche est inversée. Le transistor est formé de deux jonctions de polarité opposée placées en série. Pour que l'effet transistor se manifeste, il faut que l'ensemble soit constitué dans le même monocristal et que la partie centrale, la base, soit très mince. Soit deux zones N séparées par une zone P, c'est un NPN le plus courant, soit deux zones P séparées par une zone N, c'est un PNP. Si on reprend le schéma de base, donc si vous vous souvenez du cours précédent sur la diode, une diode était une jonction PN, donc vous n'aviez que cette partie. Dans un transistor, on rajoute une partie N. Donc c'est de toute façon du silicium ou du germanium dopé N, dopé P et dopé N, mais le tout dans un même monocristal. Comme dans le cas de la diode, il s'établit à chaque jonction une barrière de potentiel, donc une ici et une là. Les deux champs internes E1 et E2 sont donc de sens opposé, puisque vous avez ici une jonction NP et ici une jonction PN. Donc vous obtenez deux champs électriques internes, E1, E2, de 0,7 ou 0,3 volts et de sens opposé. Si vous branchez une source extérieure, donc une source de courant continu, entre le collecteur et l'émetteur, il ne se passera rien. Il y aura de toute façon une jonction polarisée dans le sens bloquant. Donc si on ne prend que cette alimentation, zoomons, VCC qui est ici, entre émetteur et collecteur. Si vous mettez le plus dans ce côté-ci, vous allez renforcer E2. Si vous mettez le plus de l'autre côté, vous renforcez E1. Donc dans tous les cas, vous n'aurez pas de passage d'électrons de l'émetteur vers le collecteur, et donc pas de courant de collecteur vers émetteur. Pour obtenir le fonctionnement d'un transistor, il faut brancher deux alimentations. C'est ce qu'on appelle polariser un transistor. Vous avez donc la première alimentation qui est ici, VCC, pôle positif au collecteur, pôle négatif à l'émetteur, et une deuxième alimentation ici, VBB, pôle négatif à l'émetteur, pôle positif à la base. Il faut savoir que VCC est beaucoup plus important que VBB. Quand je dis plus important, je veux dire tension beaucoup plus élevée. Vous marquerez aussi que l'émetteur est la borne commune à VBB et à VCC. C'est ce qu'on appelle un montage en émetteur commun. L'émetteur commun veut donc dire que l'émetteur est commun aux deux alimentations. Pour que ça fonctionne, la base est faiblement dopée et très mince. Donc la base qui est ici, faiblement dopée. Donc comme c'est un dopage P, ça veut dire qu'elle a peu de lacunes libres. L'émetteur, par contre, lui, est fortement dopé. Donc il a énormément d'électrons libres. Le collecteur a un dopage normal. En fonctionnement, l'émetteur injecte des électrons dans la base. Celle-ci étant mince et faiblement dopée, les électrons atteignent le collecteur. Ils sont aidés par le champ électrique créé par VCC. C'est l'effet transistor. Une jonction polarisée en inverse
franchi par des électrons à cause de la proximité d'une jonction polarisée dans le sens passant. Donc, ce qui va se passer, c'est que votre alimentation qui est ici, VBB, va donc faire une tension interne, enfin externe plutôt, qui part donc d'ici et qui vient vers ceci. Donc, plus base, moins à l'émetteur. Autrement dit, qui est à l'inverse du champ électrique interne E1. Donc, VBB va annuler E1 et permettre le passage des électrons de l'émetteur vers la base, où elle rencontre un champ électrique interne dans le mauvais sens, donc une diode bloquante. L'émetteur étant très fortement dopé, la base faiblement dopée et très mince, les électrons arrivent en masse sur la base, ils sont accélérés par VCC, champ électrique externe, et vont traverser le champ électrique interne de sens opposé et atteindre le collecteur. Vous avez donc des électrons qui partent de l'émetteur, qui vont au collecteur en passant à travers la base et qui ferment le circuit. Si vous supprimez cette alimentation VBB, plus rien ne se passe. C'est donc VBB qui permet le passage d'électrons d'émetteur au collecteur, et donc le passage de courant de collecteur vers émetteur. Il faut savoir aussi que le courant qui passe du collecteur vers l'émetteur est proportionnel à VBB. Donc, je vous le refais, en fonctionnement, l'émetteur injecte des électrons dans la base. Celle-ci étant mince et faiblement dopée, les électrons atteignent le collecteur. Ils sont aidés par le champ électrique créé par VCC. C'est l'effet transistor. Une jonction polarisée en inverse est franchie par des électrons à cause de la proximité d'une jonction polarisée dans le sens passant, donc la jonction émetteur-base. Le courant de collecteur est donc commandé par le circuit émetteur-base. La plupart des charges émises par l'émetteur sont entraînées dans le circuit collecteur, le reste formant le courant de base. IE est égal donc à IC plus IB. Donc le branchement en émetteur commun. L'émetteur et ses deux sources de tension sont réunis à la masse. Donc vous avez ici le transistor, la base, le collecteur et l'émetteur. Ici vous avez VCC, à l'opposé vous avez VBB, résistance de base, résistance de collecteur. Deux tensions intéressantes, la tension entre les collecteurs et l'émetteur, et la tension entre la base et l'émetteur. Le gain en courant, c'est le rapport entre le courant de collecteur et le courant de base. Donc IC est égal à bêta fois IB. Bêta, facteur de multiplication qui dépend du transistor. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, il faut savoir que VBB est beaucoup plus faible que VCC et que le courant qui va traverser le collecteur et l'émetteur est proportionnel au courant IB. Si on fait une analogie hydraulique, encore une fois, considérez VCC qui est ici comme un château d'eau. IB est un robinet. Vous fermez le robinet, rien ne passe entre IC et IE. Ouvrez un peu, vous aurez un faible courant entre IC et IE. Ouvrez-le à fond et vous aurez énormément de courant entre IC et IE. Donc, c'est-à-dire un petit courant en microampères peut commander le passage d'un courant en milliampères. Donc, ceci est considéré comme une réserve pouvant être libérée à travers le collecteur et l'émetteur, proportionnellement au courant de base. Les caractéristiques des transistors. Nous allons donc avoir des sources de tension variables, VCC variable, VBB variable. Le faisons varier et nous mesurons à chaque fois U et I. Donc on va regarder à chaque fois
ce que vaut le courant de collecteur, ce que vaut le courant de base, ce que vaut les tensions collecteur-émetteur et les tensions base-émetteur, juste en faisant varier ces deux tensions, VBB et VCC. Premier test. Fixons le courant de base à 5 microampères. Donc nous sommes bien en micro. Nous obtenons un courant de collecteur de 1 milliampère. Donc, vous avez ici en vertical le courant de collecteur, en horizontal la tension collecteur-émetteur. Si l'on fixe le courant à la base IB à 5 microampères, vous allez obtenir dans cette partie plate un courant de collecteur de 1 milliampère. Si nous faisons varier VCC, à chaque fois on mesure IC et VCE. Donc j'augmente VCC. Quand on fait varier la tension de collecteur, le courant IC reste constant sur une grande plage. C'est cette plage qui nous intéresse. Donc, vous pouvez continuer à faire varier VCE. IC reste toujours bloqué à 1 milliampère. Deuxième expérience, on refait la même chose, mais en augmentant à chaque fois le courant de base. Donc, vous aviez le premier ici avec 10 microampères, donc l'exemple précédent se situait en dessous, c'était 5 micros. Ici, vous avez un IB à 10 microampères, un IB à 20 microampères, 30 microampères, 40 microampères. Remarque une chose, c'est que IC varie proportionnellement, et ce, quelle que soit la variation de VCE. Tant que vous restez dans cette plage, VCE n'a aucune influence sur le courant de collecteur. Seul IB a une influence sur le courant de collecteur. Donc on constate que le gain en courant bêta est sensiblement constant, IC sur IB, et que plus VCE croît, plus la partie rectiligne diminue. Donc plus VCE augmente, moins la partie utile est grande. Remarquerez qu'ici elle est plus petite qu'ici. Toutes les caractéristiques partent du point origine 0, ce qui signifie que lorsque VCE est nul, le courant IC est également nul, et ce, quel que soit IB. On va remettre le tout, donc je reprends. Si VCE est nul, VCE est à 0, IC est aussi à 0, quel que soit IB. Les caractéristiques présentent ensuite deux parties. La première partie commune, pratiquement verticale, que vous avez ici, ici. La seconde, pratiquement horizontale, et est fonction de IB, cette partie. La première partie signifie que lorsque la tension VCE varie légèrement, le courant IC augmente dans une proportion importante, et ce d'autant plus que le courant IB est élevé. Quand VCE atteint un certain seuil, relativement bas pour chaque caractéristique, il y a un coude. Donc, un coude que vous avez ici, ici, ici et ici. La courbe devient horizontale. Elle est légèrement relevée. On va dire qu'elle est horizontale. Pour chaque valeur de IB, le courant IC augmente légèrement quand la tension VCE augmente. Dans le cas idéal, nous avons des plats. La position d'une caractéristique est ici fonction du courant IB. Autrement dit, le courant IC est en relation étroite avec le courant IB. Donc je répète, vous pouvez dans cette plage qui est la plage utile, faire varier VCE autant que vous voulez. Le courant IC ne dépendra que du courant IB. Polarisation des transistors. Qu'est-ce donc que cela? Pour fonctionner, notre transistor a besoin d'être polarisé. Ça veut dire qu'on doit appliquer sur ces connexions des tensions correctes en amplitude et en polarité pour effectuer la fonction qu'on lui demande. La fonction qu'on lui demande dans le cas présent, c'est d'amplifier. Donc, le montage émetteur commun est un montage amplificateur. Donc, quand nous parlons de polarisation, nous parlons uniquement de tension continue. Ce sont ces tensions continues qui vont permettre le fonctionnement correct en alternatif.
Donc je dis c'est un amplificateur. Imaginez un amplificateur audio. Le son que vous mettez à l'entrée peut être le son qui vient d'un micro. Donc c'est un signal alternatif, non périodique, mais centré sur 0. Ce qui veut dire qu'il a des parties positives et il a des parties négatives. Or, la diode d'entrée est en diode en sens passant. Je parle de diode d'entrée du transistor. Donc, la partie collecteur base. C'est une diode dans le sens passant. Donc ça veut dire que si je ne polarise pas, seules les alternances positives de mon micro passeront, les alternances négatives seront coupées. Et donc ce qu'il faut, c'est polariser, c'est-à-dire remonter par un signal continu ce signal alternatif pour que le positif et le négatif se retrouvent entièrement en positif. Donc quand nous utilisons la fonction amplification, nous appliquerons un signal alternatif en entrée et nous le récupérons agrandi à la sortie. Ce ne sera possible que si des tensions continues sont présentes. D'abord une chose, nous allons changer de mode de représentation. Donc le montage en émetteur commun que nous venons de voir était donc celui-ci, avec deux tensions VCC et VBB. En pratique, on ne met jamais de source d'alimentation. On a une source d'alimentation et on envoie des fractions de cette alimentation là où on en a besoin. C'est donc ce type de schéma. Dans ce type de schéma, qu'est-ce que vous avez? C'est une représentation par rail. C'est-à-dire que le rail supérieur que vous avez ici indique VCC, le rail inférieur est la référence, la masse. Donc en fait, VCC, c'est entre ce point et ce point, ou ce point et ce point, étant donné que vous êtes exactement à la même place. Et donc plutôt que d'avoir deux alimentations, nous en avons une que l'on envoie exactement comme ici à travers RC, pareil, et vous en avez une deuxième, toujours issue de VCC, qui passe à travers un pont diviseur R1, R2, qui envoie donc une fraction de VCC à la base. Donc le pont diviseur, système relativement courant, donc se base sur la formule U égale RI. U égale RI, vous avez ici U, on va dire que c'est VCC, est égal à R, elles sont en série, donc R1 plus R2 fois I, qui est le courant qui traverse les deux. Et la deuxième tension qui nous intéresse, c'est celle qui est appliquée à la base, qu'on va appeler V2. V2, c'est quoi? RI toujours. R2 fois I. Vous isolez I des deux côtés et vous obtenez finalement que V2 est égal à VCC fois R2 sur R1 plus R2. C'est donc bien une fraction de VCC qui est envoyée à la base. Voyons un cas pratique. Tension d'alimentation de 10 volts. Donc, en ce point, vous avez 10 volts. Ici, vous avez 0 volts. Calculons la tension délivrée par le pont résistif R1, R2. Donc, le pont R1, R2. Nous savons que VB, tension de base, ici, est égal à R2 sur R1 plus R2 fois VCC. Nous l'avons vu juste avant. Ce qui donne VB est égal à 7 sur 10 fois 10 égale 7 volts. Donc fois 10 puisque VCC est égal à 10 volts. Nous avons donc une tension de base à 7 volts. Deuxième point, calculons la tension présente sur l'émetteur du transistor. Donc ici. VE est égal à VB, donc VB, moins VBE, tension base émetteur. Vous obtenez donc VE. 7 moins 0,7, 6,3. 0,7 puisque VBE est une tension interne entre base et émetteur. 0,7 volts pour du silicium. Calculons le courant d'émetteur. En général, on se dit que IB étant négligeable, le courant d'émetteur est égal au courant de collecteur. IE est égal à UE sur URE sur RE, donc URE sur RE, donc VE sur RE, est égal donc à 6,3, nous venons de le calculer ici, sur
6300, 1 mA. Le courant de collecteur étant égal à IE si on néglige IB, nous avons que IC est égal aussi à 1 mA. On peut maintenant calculer la chute de tension aux bornes de la résistance de collecteur. La chute de tension aux bornes de cette résistance. U est égal à RC fois IC. IC, nous venons de l'avoir, 1 mA. RC, 1000. Nous avons donc 1000 fois 0,001, ce qui nous fait 1 volt. Calculons VCE, collecteur-émetteur. VCE est égal à VCC, donc ce point, moins RCIC, la chute de tension ici, moins RUIE, moins la chute de tension ici, donc ne reste que ceci, 10, moins 1, moins 6,3, ce qui nous fait 2,7 volts. Nous obtenons donc le point de repos sur la caractéristique de sortie. IC, donc en vertical, est égal à 1 mA, que nous avons calculé avant. VCE, en horizontal, 2,7 volts. Autrement dit, votre point de repos se situe ici. C'est-à-dire, c'est le point de fonctionnement du transistor lorsqu'il ne reçoit aucun signal à amplifier. Donc il est juste polarisé et il n'y a pas de variation sur IB due à une alimentation par un signal alternatif à amplifier. À partir de là, nous pourrons dessiner la droite de charge, en déterminant les deux points caractéristiques. On part de l'équation globale de collecteur, donc VCC moins RCIC plus VCE plus REIE égale 0, logique. Courant de saturation, quand VCE égale 0, donc quand vous vous trouvez ici. D'après la formule qui précède, IC est égal à VCC sur RC plus RE. Pour VCE égale 0, nous avons donc 10 sur 7300, 1,37 mA. Donc vous vous trouvez ici. Quand IC est égal à 0, autrement dit ici, sur cette ligne-là, VCE est égal à VCC, soit 10 volts, ici. Nous obtenons donc une droite de charge qui passe par le point de repos. C'est sur cette droite de charge que votre transistor va varier lorsque vous enverrez un signal alternatif à amplifier sur la base. Votre courant de base, ce sont donc ces lignes bleues que vous voyez ici, va varier. Si votre courant de base se trouve ici, votre transistor se trouvera ici. Si votre courant de base se trouve sur cette ligne, votre transistor se trouvera ici. Il va donc osciller entre ces deux points, suivant le courant de base que vous lui envoyez. Montage émetteur commun en amplification. C'est donc la droite de charge qui est ici. Si votre courant de base, ces lignes bleues, est donc représenté par cette oscillation verte qui se repose dessus, quand votre signal à amplifier est à 0, votre point de repos se trouvera ici. Quand vous êtes sur une alternance négative, vous vous trouverez là. Sur une alternance négative, vous vous trouverez ici. Donc si nous faisons bouger notre point de repos en suivant la droite de charge, le courant de collecteur variera continuellement. Comme il y a courant, il y a chute de tension dans RC. Cette chute de tension suivra le courant. Donc RC, résistance de collecteur. C'est cette tension image du courant que l'on va récupérer. Pour déplacer le point de repos sur la droite de charge, on fait varier la tension de base. Tension de base, donc la variation de base, c'est bien le signal à amplifier. On applique une tension alternative à la base. Celle-ci va se superposer à la tension de polarisation, tension continue. On va donc augmenter la tension de la polarisation de la jonction base-émetteur, ce qui fera augmenter le courant de base, et donc IC. Les alternances négatives se retrancheront de IB et vont donc diminuer IC. Donc si IB augmente, IC augmente. Si IB diminue, IC diminue.
Le montage complet, vous l'avez ici, donc l'entrée se fait ici, c'est ici que vous envoyez le signal alternatif à amplifier, c'est ici que vous récupérez le signal amplifié. Pour envoyer un signal alternatif, par exemple une sortie de micro à l'entrée d'un transistor, on va utiliser un condensateur, celui-ci, qui a la particularité de laisser passer l'alternatif et de bloquer le continu. On récupère à la sortie les variations d'entrée filtrées par un deuxième condensateur qui se trouve ici. Donc, ce condensateur laisse passer l'alternatif qui est le signal amplifié vers le transistor. Par contre, bloque le continu dans ce sens-là. Autrement dit, votre continu ne peut pas aller débiter dans votre micro. De la même façon, le continu qui se trouve ici ne peut pas aller débiter dans vos baffles. Donc ce sont des condensateurs de couplage. Montage complet. Vos condensateurs qui sont ici, la source alternative à amplifier. Ici, vous récupérez votre signal amplifié. Vous avez ici plusieurs types de transistors. Donc vous avez toujours 3 connexions sur un transistor. Le type de boîtier peut différer suivant l'utilisation du transistor en question, de même qu'ils peuvent être carrément intégrés dans des circuits, donc là on ne les voit plus. Au revoir.